Les droits de l'homme. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement évident. Mais cette idée qui a littéralement changé la face du monde, eh bien, elle n'a rien de naturel. C'est l'histoire d'une vraie révolution. Et c'est cette histoire qu'on va explorer ensemble. Alors, concrètement, ça vient d'où cette notion? Comment est-ce qu'on passe d'un monde où l'on est le sujet d'un roi à un monde où l'on devient un citoyen qui a des droits? C'est tout ce chemin qu'on va parcourir. Pour bien comprendre cette évolution, on va imaginer une sorte d'échelle. Appelons-la l'échelle de la liberté. Chaque grand texte, chaque moment clé de l'histoire, c'est un barreau de plus qu'on va gravir. On va monter, pas à pas, jusqu'à notre vision moderne des droits humains. Notre ascension commence donc en Angleterre. Bien avant les grands discours philosophiques, ce sont les Anglais qui ont posé les premières pierres. Des textes très pragmatiques dont le but était simple, limiter le pouvoir du roi. Et la première chose à bien saisir, c'est que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Pas du tout. Regardez ces dates. Il a fallu quasiment 500 ans de lutte de la Magna Carta au Bill of Rights pour construire cet édifice. C'est une conquête lente, progressive, faite de petits pas, mais aussi de grandes batailles. Alors, tout commence ici en 1215 avec la Grande Charte. Mais attention, petite précision, on ne parle pas encore des droits de l'homme au sens large, mais bien des droits des Anglais face à leur roi. Les problèmes étaient très concrets. Le roi ne peut plus lever d'impôts sans l'accord des représentants et n'importe qui a droit à un procès juste. Pour l'époque, c'était absolument révolutionnaire. Quelques siècles plus tard, un autre barreau essentiel vient s'ajouter, l'habeas corpus. Le principe est simple, mais son impact est immense. C'est la fin de l'arbitraire. Fini les arrestations sur un coup de tête du roi. Si on est arrêté, on doit être présenté à un juge. C'est une garantie fondamentale pour la sécurité de chaque individu. Ok, maintenant on change de continent. On traverse l'Atlantique. Et là, notre échelle de la liberté, elle fait un bond spectaculaire avec les déclarations américaines. On quitte le terrain du concret et du pratique pour s'élever vers des principes philosophiques beaucoup plus vastes. Et là, c'est le grand basculement. Écoutez bien cette phrase. Tous les hommes sont créés égaux. C'est historique. On ne parle plus des droits des Anglais, mais bien des droits inaliénables de tous les hommes. La portée change complètement. Elle devient universelle. C'est un changement de paradigme total. Mais ces grandes idées ne restent pas juste des mots en l'air. Non, elles sont gravées dans le marbre de la loi. Ce sont les 10 premiers amendements à la Constitution américaine, le fameux Bill of Rights. La liberté d'expression, la liberté de religion, tout ça devient des droits bien réels, protégés par la loi. On arrive maintenant tout en haut de notre échelle, à l'événement qui va à la fois synthétiser et même sublimer tout ce qui a été fait avant, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Et contrairement à la lenteur de l'évolution anglaise, en France, tout s'emballe. Pendant l'été 1789, en quelques semaines d'une intensité complètement folle, tout l'ancien régime s'effondre. Entre le serment du jeu de paume en juin et la proclamation de la déclaration fin août, il y a à peine 2 mois. C'est un véritable torrent révolutionnaire. Et au milieu de ce torrent, il y a cette phrase. Simple, nette, puissante, presque définitive. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est l'affirmation la plus claire, la plus radicale de l'égalité et de la liberté comme état naturel de l'être humain. Bon, l'histoire est passionnante, c'est sûr. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce texte? Allons voir d'un peu plus près son architecture, son ADN, pour comprendre comment tout ça fonctionne. La logique de la déclaration, elle est d'une clarté redoutable. Le point de départ, c'est simple, la liberté est la norme. Tout est permis, sauf ce qui nuit aux autres. Bon, mais alors qui peut fixer les limites? Eh bien, seule la loi, c'est-à-dire l'expression de la volonté de tous, pas le caprice d'un seul homme. Du coup, la loi n'est plus un outil de contrainte, mais un outil de protection de cette liberté, par exemple en garantissant la présomption d'innocence. Mais il faut être honnête, ce texte, aussi révolutionnaire soit-il, est un pur produit de son époque. Et donc il a des angles morts assez importants. Il proclame haut et fort les libertés individuelles et l'égalité devant la loi, c'est vrai. Par contre, il est complètement silencieux sur les droits sociaux ou économiques. Le droit au travail, le droit à l'assistance, rien. Et les droits collectifs, comme le droit de grève, c'est même pire, ils sont carrément interdits. Alors, qui sont les penseurs derrière tout ça, les architectes intellectuels? On peut en identifier 3 grands. D'abord, il y a Rousseau et son idée de volonté générale qui s'exprime dans la loi. Ensuite, les physiocrates, des économistes pour qui la propriété privée, c'est sacré. Et enfin, il y a l'abbé Sieyès, celui qui a vraiment forgé le concept de souveraineté nationale. Tout ça nous amène à une question essentielle. Pourquoi est-ce que ce texte français, plus que les autres, a eu un tel écho dans le monde entier? En fait, il y a 2 caractéristiques bien précises qui expliquent sa puissance et sa postérité. Voilà la différence fondamentale. Les textes anglo-saxons, ils sont pragmatiques. Ils sont faits pour les Anglais, pour les Américains, pour régler des problèmes concrets. La déclaration française, elle, est complètement différente.
Elle est philosophique, abstraite. Son but, ce n'est pas de régler un problème particulier, mais de définir les bases d'une société juste pour l'humanité tout entière. Et c'est là, dans cette ambition, que réside toute sa force. La première clé, donc, c'est l'universalisme. C'est l'ambition, un peu folle d'ailleurs, des révolutionnaires de 1789. Ils voulaient écrire un texte non pas pour la France, mais pour le monde. Proclamer des droits valables pour n'importe quel être humain, n'importe où et pour toujours. C'est cette dimension abstraite qui lui a donné sa portée mondiale. Le deuxième concept, c'est l'individualisme. Mais attention, pas l'individualisme au sens d'égoïsme, non, au sens juridique du terme. Ça veut dire que le propriétaire des droits, c'est l'individu, et lui seul. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas la corporation, ce n'est pas la communauté religieuse, non. La société est vue comme une collection d'individus libres et égaux, et c'est à chacun d'entre eux, un par un, que ces droits sont attachés. Ceci dit, il faut rester lucide. Malgré cette grandeur, cet universalisme était loin, très loin d'être parfait. La déclaration était aussi, et il faut le dire, le reflet des préjugés de son temps. Parce que le point crucial, c'est que ce texte magnifique a des angles morts énormes. Cet universalisme s'arrêtait aux hommes et il excluait les femmes qui n'étaient tout simplement pas considérées comme des sujets de droit. Il s'arrêtait aussi aux portes des colonies où la question de l'esclavage a été soigneusement passée sous silence. C'est un universalisme, disons, à géométrie variable. Et pourtant, malgré tous ces défauts, l'héritage de ce texte est immense. La preuve ? En 1948, quand le monde sort des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies se réunissent pour rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et leur principale source d'inspiration, leur modèle, c'est le texte français de 1789. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. L'ambition de 1789 était de définir des droits pour l'humanité entière. Plus de 2 siècles ont passé, et quand on regarde le monde aujourd'hui, on peut se demander à quel point cet idéal est-il devenu une réalité. Le débat, lui, est plus ouvert que jamais.